Bonjour, dans cette vidéo, nous allons conclure les présentations des différentes vidéos des politiques budgétaires. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'économie de l'offre, dont l'idée principale est que trop d'impôts tue l'impôt. L'affaire est le chef de file de l'école que l'on nomme l'économie de l'offre. Il s'agit d'un courant très libéral qui veut réduire l'intervention publique et donc la dépense publique. Il s'agit d'un raisonnement original puisque plutôt que de prôner directement la baisse de G, il va prôner pour une baisse de T, qui va nécessiter par la suite une baisse de G afin d'éviter de creuser la dette publique. Son raisonnement conduit à justifier le faible consentement à payer l'impôt des agents, les ménages et les entreprises. Et cette économie de l'offre va inspirer les politiques de baisse de taux d'imposition de Reagan et Thatcher dans les années 1980, mais aussi les politiques de Trump. Alors comment ça marche? Tout d'abord, l'économie de l'offre, comme son nom l'indique, se base sur les modèles d'offre. C'est-à-dire que l'équilibre du marché du travail va permettre de déterminer N, qui va déterminer la production suivant une fonction de production qui dépend de N et de K. À cela, la demande, donc nous avons notre offre globale, déterminée par le marché du travail, et la demande globale, donc C plus I plus G, la consommation plus l'investissement plus les dépenses publiques, vont s'ajuster au niveau donné de l'offre globale. Dans ce modèle, le chômage U s'explique par des rigidités sur le marché du travail. Il faut donc résoudre par des politiques structurelles. Ça, c'est un autre point. Et un petit rappel avant de commencer, le revenu global Y, il est redistribué aux ménages sous forme de salaire W et de profit Pi. Bon, alors comment est-ce que ça marche? Eh bien tout d'abord, prenons une situation normale sur le marché du travail. Donc, on va revoir, normalement ce graphique, il faut savoir le faire sur le bout des doigts instinctivement. Voilà, donc nous avons notre courbe de demande d'emploi, notre courbe d'offre d'emploi. On rappelle que l'offre d'emploi, ce sont les ménages qui offrent de l'emploi et les entreprises qui demandent du travail. Faire très attention à ça. Et donc voilà, ici nous obtenons un nombre de travailleurs d'équilibre, N étoile, et un salaire d'équilibre, WPE étoile. Voilà. Donc, ensuite, cette quantité de travailleurs d'équilibre va nous amener à déterminer l'offre globale du pays. Donc on descend juste sur la courbe de production, donc la fonction de production F qui dépend du travail et du capital. Et on trouve donc la production Y étoile. Donc ça, c'est notre situation de base. On va partir de cette situation de base pour la suite. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser le comportement des agents face à l'impôt. Et donc pour cela, on va prendre un impôt proportionnel sur le revenu. C'est-à-dire que grand T, les taxes, les recettes de l'État, sont égales à petit t, donc le taux d'imposition, fois Y, ce qui est égal à petit t de W plus Pi, normalement. Et donc, quels vont être les effets d'une hausse de petit t, d'une hausse du taux d'imposition? Eh bien, pour les ménages, le travail est moins rentable, puisqu'il y a une baisse de W net d'impôt. Leur salaire après impôt va baisser. Imaginons que les ménages acceptent de travailler pour une certaine somme d'argent et qu'un impôt vient réduire leur salaire de 10 euros. Eh bien, pour travailler la même quantité, pour travailler autant qu'avant, il leur faut un salaire nominal 10 euros plus cher afin que la baisse de 10 euros soit compensée sur leur salaire final. Pour travailler autant qu'avant, ils demandent un salaire avant impôt supérieur pour au final avoir le même revenu après l'ajout de l'impôt. Donc si pour chaque niveau de salaire,
heure de travail, il demande un salaire plus élevé. Voilà. Pour chaque nouvelle unité de travail, il demande un salaire plus élevé. On va avoir un déplacement de la courbe d'offre de travail vers la gauche. Voilà. On voit bien que pour chaque niveau, il va y avoir une augmentation du salaire. Pour qu'après impôt, le salaire soit le même. Ok, ça c'était pour les ménages. Et maintenant pour les entreprises. Eh bien l'impôt va peser sur les profits. C'est-à-dire que pour embaucher autant, les entreprises vont vouloir payer des salaires moins élevés parce que les entreprises seront taxées sur leurs profits. Le travail est moins rentable puisque ils vont produire effectivement la même quantité de biens qu'avant, mais ils ne dégageront pas autant de richesses parce qu'ils seront taxés plus qu'avant. Et donc, si elles veulent embaucher autant qu'avant, les entreprises vont vouloir payer un salaire moins élevé. Donc, si pour chaque unité de travail demandée, les entreprises veulent payer un salaire moins élevé, il va y avoir un déplacement de la courbe de demande vers la gauche. Oui, vers la gauche. Et au final, on va se retrouver avec, bon, le salaire d'équilibre, ça dépend de la forme des courbes, mais on va surtout se retrouver avec moins de travailleurs après impôt. Or, qui dit moins de travailleurs, sans progrès technique, qui dit moins de travailleurs dit un Y moins élevé. Dans ce cas, on voit là, on vient de démontrer, on vient de voir que si on augmente l'imposition, eh bien on va assister à une baisse de demande et d'offre du travail, si tous les revenus sont taxés. L'offre et la demande de travail vont baisser. Il y aura donc moins de travailleurs embauchés finalement, ce qui va réduire la production de l'économie, ce qui va faire baisser Y, donc la richesse du pays. Donc petite parenthèse, c'est un mécanisme différent des keynésiens, puisque pour les keynésiens, si on augmente le taux d'imposition, on va faire baisser la consommation et baisser Y. Puisque là on est sur un modèle de demande. Et ça illustre bien la différence entre modèle d'offre et modèle de demande. On aboutit effectivement au même résultat. Si on augmente le taux d'imposition, Y, la richesse baisse, mais pas du tout par le même mécanisme. Sur un modèle de demande, ça va passer par la consommation va baisser, donc Y va baisser. Mais pour un modèle d'offre, ça va passer par le marché du travail. Le nombre d'emplois va baisser, grand N va baisser, et donc, par la même occasion, grand Y va baisser, puisque Y est déterminé par N. Et donc, puisque l'augmentation de T, de petit t, du taux d'imposition, entraîne une baisse de Y, eh bien, la variation des recettes de l'État, qui est égale à petit t fois Y, est indéterminée, on ne la connaît pas. Alors, bah oui, effectivement, le taux d'imposition augmente, mais d'un autre côté, le revenu baisse. Qui l'emporte? Quelle hausse ou quelle baisse va l'emporter? Donc, est-ce qu'au final, la question est de savoir si, est-ce qu'en augmentant le taux d'imposition, est-ce que mes recettes totales vont augmenter ou non? C'est la grande question. Et donc, ça va dépendre, et l'affaire va apporter une réponse à cette question. Déjà, que se passe-t-il si petit t est égal à 0%? Si on ne taxe rien du revenu, eh bien, la somme des recettes de l'État est égale à 0. Puisque 0 fois Y, ça fait 0. Donc ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est lorsque petit t est faible. Lorsque petit t est faible, la hausse de t l'emporte sur la baisse de Y. C'est-à-dire qu'on va assister à une augmentation des recettes de l'État. Pourquoi? Puisqu'on va augmenter la proportion du revenu qui est taxé. Ce revenu certes baisse, mais l'augmentation de la proportion du revenu est supérieure, va apporter des recettes à l'État d'un montant supérieur par rapport à la baisse de Y. Mais il y a une valeur à partir de laquelle
une valeur de petit t, donc une valeur du taux d'imposition à partir de laquelle la baisse de y l'emporte sur cette hausse du taux d'imposition. Et le troisième cas, enfin le quatrième plutôt, c'est que lorsque petit t, le taux d'imposition est égal à 100%, donc l'État reprend tous les revenus, c'est ce qu'on appelle un impôt confiscatoire. Et donc les agents, selon cette théorie, ça se discute, mais selon cette théorie, les agents n'ont plus intérêt à produire, puisque le revenu disponible de 0, le revenu disponible sera égal à 0, les agents ils vont se dire, bah attends, je travaille mais l'État me prend tout, bah pourquoi j'irai travailler, hein, je travaille, l'État me prend tout, bon bah autant pas travailler dans ce cas-là. Et donc, toutes ces relations vont faire qu'on va obtenir une courbe de l'affaire en cloche. Alors déjà, on peut faire un premier graphique, qui va représenter l'évolution de Y par rapport au taux d'imposition. Donc ça va donner quelque chose de ce style-là. Donc effectivement, par contre, voilà, hop, ça ne va pas dans le négatif. Et donc, on voit que lorsque t c'est 100%, ici on imagine que t c'est égal à 100%, ben il n'y a plus de revenus, il n'y a plus de y. Et quand t est très faible, y augmente. Plus t et plus le taux d'imposition est élevé, plus y va baisser. C'est ce qu'on avait dit. C'est ce qu'on avait montré avec les graphiques avant. Bon. Et là, l'affaire va nous donner une courbe qui va nous permettre de voir que, au bout d'un certain moment, que la hausse du taux d'imposition peut entraîner une hausse des recettes de l'État, mais qu'au bout d'un moment, trop d'impôts tue l'impôt, et donc que les recettes de l'État vont baisser malgré une augmentation de petit t. Donc ici, nous avons les recettes de l'État. Et donc on obtient une sorte de courbe comme ça, une courbe en cloche. Et donc cette courbe en cloche, elle nous permet déjà de définir les recettes maximales de l'État. C'est le max ici. Donc l'État ne peut pas avoir plus de recettes que ça. Donc techniquement, il ne doit pas dépenser plus que ce T maximum. Et ensuite, on voit bien que dans une première moitié, dans une première partie, lorsque l'on va augmenter le taux d'imposition, eh bien on va également augmenter les recettes de l'État. La hausse du taux d'imposition va compenser la baisse de Y qui en résulte. Mais au bout d'un moment, Y va trop baisser pour que l'augmentation d'impôts soit rentable, pour que l'augmentation du taux d'imposition soit rentable. Et donc on va assister à une baisse des recettes de l'État au fur et à mesure que petit t va augmenter. Donc ça peut sembler un peu contradictoire parce que on aurait tendance à se dire que si on augmente le taux d'imposition, eh bien on va forcément augmenter les recettes de l'État. Eh bien l'affaire nous dit que non, que ça dépend du taux et qu'il y a un taux d'imposition à partir duquel eh bien, les recettes de l'État vont baisser si on continue d'augmenter ce taux. Et donc selon l'affaire, de nombreux pays comme les USA, l'Europe occidentale sont dans la partie décroissante de la courbe. C'est-à-dire par exemple que se situe un taux d'imposition Y, voilà, on ne sait pas ce taux d'imposition là, ça sert à rien, mais ils sont à un taux d'imposition tel que on est dans la partie décroissante de la courbe, et donc augmenter ne sert plus à rien puisqu'on fait juste baisser les recettes de l'État, et que pour augmenter les recettes de l'État, il faudrait baisser Y pour arriver à un Y', afin que les recettes de l'État soient maximisées. En baissant le taux d'imposition, ces États devraient baisser leur taux d'imposition, donc ils augmenteraient leur N, leur nombre de travailleurs, donc ils augmenteraient Y, ce qui permettrait d'augmenter T. Et donc là, c'est bien ce qu'on dit, c'est l'effet Y l'emporte sur l'effet T. Parce que en baissant T, effectivement, on va réduire ce qu'on va recevoir en proportion par rapport au salaire, mais il va en résulter une augmentation de N, donc une augmentation de Y, et c'est l'effet de Y, si on se situe dans la partie décroissante de la courbe, qui va l'emporter. Donc les recettes de l'État vont augmenter. Et donc, puisque une baisse de T entraîne une augmentation
de N une augmentation de Y, il faut réduire l'impôt. Il faut réduire l'impôt. Pour la faire, il faut réduire le taux d'imposition, si on se situe dans la partie décroissante. Ça permettra de maximiser les recettes de l'État et d'augmenter la production. Donc pour ces libéraux, les recettes de l'État constituent une confiscation d'un revenu. Et donc cette confiscation d'un revenu serait pour eux ce qui justifierait le faible consentement à payer l'impôt de la part des contribuables. Pour eux, les gens et les entreprises sont réticents à l'idée de payer l'impôt parce qu'ils le perçoivent comme une confiscation de leurs revenus. À côté de cela, on va avoir des interventionnistes qui eux sont favorables à l'impôt, qui vont dire que T, c'est une contrepartie. Effectivement, on va prélever aux gens, une partie de leurs revenus, mais c'est pour mieux leur redistribuer sous forme de production de biens et de services gratuits ou quasi gratuits qui sont demandés par les citoyens. On va prélever des salaires, on va prélever un certain montant des salaires, mais c'est pour après mieux le redistribuer sous forme d'éducation, de santé, de justice, en quasi gratuit. Et donc pour eux, pour ces interventionnistes, T n'est pas la confiscation d'un revenu, mais le prix implicite à payer pour la production de services publics. Et donc pour eux, il n'y a pas de raison a priori que l'augmentation de T s'entraîne une baisse de Y, puisque au contraire, augmenter T, eh bien ça entraînerait une augmentation de la consommation des biens gratuits, donc ce qui n'est pas une baisse de Y. Et leur conclusion, c'est que la courbe de l'affaire n'existe pas, et notamment pour eux, rien ne permet d'affirmer que lorsque petit t est égal à 100%, lorsqu'on taxe tout le revenu, y égale 0. Ça, c'est ce que nous dit l'affaire. Eh bien, les interventionnistes ne sont pas d'accord, ils vont dire, bah peut-être, mais si on taxe tout le revenu, après on va le redistribuer sous forme de services gratuits. Donc y n'est pas égal à 0, la richesse du pays ne sera pas égale à 0, puisqu'on aura ces services gratuits ou quasi gratuits. Et donc selon les interventionnistes, le faible consentement à payer l'impôt va s'expliquer surtout par un manque d'éducation citoyenne et une baisse de la solidarité nationale. C'est-à-dire que pour eux, la faible acceptation de payer l'impôt, eh bien, ça vient du fait que les riches, entre guillemets, ne veulent plus payer pour les pauvres, entre guillemets. Une baisse de la solidarité nationale. C'est le principe normalement de l'impôt proportionnel. Les plus riches payent pour les plus pauvres. Donc, revenons maintenant sur l'économie de l'offre, qui, elle, est favorable aux baisses d'impôts, contrairement aux interventionnistes. Mais ils sont lucides, quand même. Ils savent que baisser les impôts, ça prend du temps. Il faut réviser la loi, il faut modifier les barèmes fiscaux, il faut voter tout ça au Parlement. Bon, ça peut prendre quand même un certain temps. Et en plus, c'est difficilement réversible. Si jamais on baisse un taux d'imposition, politiquement, c'est compliqué après de dire « Ah bah non, on va le remonter ». Finalement, on vous taxe de 5% maintenant, mais on va le remonter à 15%. Politiquement, c'est difficile quand même à faire. Et donc, selon eux, il existe une solution alternative pour eux, qui est d'augmenter les subventions et les prestations. Augmenter grand P. Grand P qui, on le rappelle, constitue un impôt, mais négatif. Et donc, plutôt que de prélever de l'argent à un agent de l'économie, l'État va lui verser de l'argent en compensation. Les économistes de l'offre adhèrent à un modèle d'offre et donc, selon eux, puisqu'ils adhèrent à un modèle d'offre, il faut privilégier les prestations et les subventions qui visent à l'augmentation de l'offre globale et non pas celles qui visent à l'augmentation de la demande globale. Donc il faut privilégier les prestations versées aux entreprises ou versées à l'offre de travail, puisque ces prestations vont permettre d'augmenter N et donc d'augmenter Y. Mais voilà, si on cherche à donner des prestations aux ménages, eh bien celles-ci vont généralement alimenter la demande globale, donc alimenter la consommation, la dépense en soins, en santé, etc. Et donc il vaut mieux privilégier les subventions aux entreprises.
parce que augmentation de N, baisse de U, augmentation de Y, ou alors augmentation de la profitabilité, donc augmentation du profit, donc augmentation de l'EPA, augmentation de augmentation, et donc etc. Ce que je viens de dire. Ce recours aux subventions peut être très élevé durant les crises, lorsque la baisse d'activité met en péril les entreprises qui risquent de faire faillite. C'est-à-dire que l'État va énormément subventionner en période de crise les petites entreprises, ou même les grandes entreprises, qui risquent de faire faillite, et donc il va les subventionner, qui va leur permettre normalement de pouvoir embaucher plus, ou au moins ne pas licencier, et donc augmenter Y ou le garder constant, et limiter l'impact de la crise.